C'est difficile de parler parce que vous sortez de films très différents. Et moi, mon désir, la première fois que j'ai fait un film, je ne savais pas qu'un film t'accompagne pour le reste de ta vie, pas seulement dans des occasions comme ici, mais c'est une question vitale. Mais la première fois que je l'ai fait, je ne savais pas. J'ai pensé que tu faisais un film et après tout le monde oubliait et tu commençais de nouveau une autre chose. Et un peu après, j'ai fait la découverte que un film est toujours présent et il y a beaucoup de personnes qui s'approchent à toi avec les souvenirs de ce film ou quand tu parles avec un acteur. Par exemple, quand j'ai offert un film à Javier pour la première fois, il m'avait dit non parce que c'était un rôle qui n'était pas à la hauteur de... J'ai travaillé avec Almodovar. Exactement. Oui, oui. Et je me souviens que lui, il m'a dit, ah, mais je connais les metteurs en scène, alors tu ne m'appelleras jamais. Non? Après ça, après cette expérience que je te dis non, tu ne m'appelleras jamais parce qu'il y a ce sentiment pour les metteurs en scène de pas, non, c'est considéré insulté parce qu'un acteur a dit non. Et je dis non, non, je te comprends parfaitement. Je dirais non à toutes les choses que j'ai faites si je suis un acteur parce qu'un acteur, il donne une partie de sa vie au film. Mais en même temps, je l'ai appelé 4, 5, 6 ans après et il a dit oui. Et je pense que c'était le moment correct parce qu'il avait déjà fait 3 films avec Almodovar. Alors il était un peu fatigué d'Almodovar et il a pensé peut-être c'est un bon moment pour changer. Parce qu'au début, je suis stupide et j'ai fait 3 films avec Almodovar pour travailler à la fin avec David. Mais quand j'ai fait la découverte que les films, ils t'accompagnent toujours, j'ai pensé que la seule position comme écrivain ou comme metteur en scène possible à cette situation, c'est d'essayer de faire les films et les romans comme un album familial. Quand tu regardes l'album de photos de la famille, tu penses toujours, au moins dans mon cas, je pense quand je vois une photo à 12 ans, je pense, je mets l'expression de Maria sur l'affiche du festival parce que c'est mon Dieu, j'étais cette personne, c'est horrible. Exact. Et tu penses, bon, c'est un désastre, ma vie, c'est terrible, non? Et quand tu vois les photos de 16 ans, c'est encore pire. Et tu penses, bon, mais à 16 ans, j'ai eu ma première fille qui s'est intéressée à moi. C'est impossible, cette fille. Elle était au Bègle, qu'est-ce que c'est arrivé? Mais les photos te représentent, c'est toi. Et tu ne changes pas les photos par une photo de Leonardo DiCaprio, même si tu sais que quand il avait 14 ans, il était magnifique, et pas toi. Non? Mais tu ne changes pas les photos. Et moi, j'avais l'impression que la meilleure façon de faire les choses, c'était comme ça. C'est de penser, bon, peut-être ce film est un désastre, peut-être ce film, dans 10 ans, je penserai pourquoi tu as fait ça, mais pour moi, ça sera l'album familial, l'album personnel. Alors, je n'ai pas eu intention avec les ambitions comme metteur en scène, avec la commercialité ou la qualité, le prestige et tout ça. Mais j'ai essayé de faire des choses qui me représentaient au moment où je les faisais. Alors, quand je viens dans un festival comme ici et ils me donnent la nouvelle qu'ils vont voir des films les mêmes après-midi ou les mêmes séjours, au lieu de retourner en Espagne, que c'était la chose la plus intelligente à faire, de ne pas affronter ça. Moi, je pense, bon, c'était moi, non? C'était moi ce temps-là, et qu'est-ce que je peux faire? C'était moi, et j'espère que le film, il continue à me représenter à ce moment-là, et c'est la seule chose que je peux vous dire avant de
écouter votre question et surtout écouter parler Javier, qui va prendre le micro et va laisser María et moi. Avant María. Pero te va a traducir Victoria. Vale, ¿Has entendido algo? Continúo. Has entendido todo, ¿no? Sí. Algunas cosas. Oui, mais Bueno, que eres una actriz, he dicho, Elle parle espagnol como francés. Pensaba que estabas hablando de... no, he dicho que eres una actriz magnífica, que trabajar contigo fue... Il parle espagnol como en espagnol, como en français. Ah, ok. Sí. Ah. No, il parle français como en español, sí, sí. Voilà. María, tu papel... Soldados. Pues traduce todo. Sí, no te preocupes. Lo que recuerdo, porque han pasado ya 12 años. ¿Tanto? 12 años, sí. 12 años desde Soldados de Salamina, desde que la rodamos. Ça fait en fait déjà 12 ans qu'on a tourné le film, hein, donc ce dont je me souviens. El recuerdo que tengo del rodaje primero fue la facilidad con la que David recreaba los momentos, cómo nos ponía a Ariadna y a mí en lugares muy cómodos para trabajar, y la facilidad con la que hacía las cosas sin parecer que trabajaba. Ce dont je me souviens du tournage, c'était que c'était très facile de travailler avec David parce qu'il recréait les moments qu'on devait interpréter. Et avec Anna et moi, donc, on se sentait dans un endroit, enfin, dans un lieu très confortable pour pouvoir travailler. Et voilà, c'était ça. On n'avait pas l'impression d'être en train de travailler, tellement c'était facile de faire les choses avec lui. Y la sensación siempre como, haz lo que, como lo sientas, María. Y era como, vale, de acuerdo, vale, ¿confías en mí? Sí. la prueba que te hice. Ah, la prueba. Cette sensation que fais-le comme tu le sens. Ah bon, tu es sûr, tu me fais confiance. Bah oui, bien sûr. Et ils vont raconter... Era mi segunda película, quiero decir que no... C'était simplement mon deuxième film, hein, quand même. Hein. Y que un director como David confiara tanto, era como... Yo no me lo podía creer, la verdad. Eso también digo. Et donc, qu'un réalisateur comme David Trueba me fasse confiance, pour moi, c'était très fort. Y la prueba que... Pero si no me hiciste prueba. Le casting, mais il n'y a pas que de casting. Nos reunimos en la cervecería de la Plaza de Alonso Martínez, que es una plaza céntrica de Madrid, y nos pusimos a hablar, y yo todo el rato me preguntaba ¿por qué yo? Se nota que tengo mucha autoestima, ¿no? On s'est retrouvés pour parler sur une place du centre de Madrid et on parlait et moi je me disais mais pourquoi moi finalement? Pourquoi il m'a choisi moi? Et ça prouve un petit peu comment à quel niveau de degré j'ai ma propre estime. C'est pas très fort. Nada, estuvimos hablando y yo todo el rato le preguntaba, pero ¿por qué yo, no? La verdad es que no me acuerdo muy bien. ¿Qué más dijimos? No, yo me acuerdo que quelqu'un m'a demandé en français. Dale. En español hablo mucho mejor, ¿eh? Sí. No, Yo creo que lo entiende todo el mundo. Il y avait beaucoup de gens qui me demandaient mais pourquoi tu as choisi Maria, tu ne vas pas le faire une preuve, un casting, un essai filmé ou quelque chose comme ça. Et moi, j'ai pensé, j'avais l'impression que je la connaissais déjà, que j'avais une intuition qu'elle était bien. Alors,
j'ai pris un café avec elle parce que j'ai dit, bon, à les épreuves, les acteurs, ils sont toujours très mauvais. Je ne connais pas, tu fais une épreuve à Cary Grant et tu choisis un autre. Parce qu'une épreuve, c'est impossible, très bien, non? C'est dans un bureau, il y a un assistant qui donne... Et alors, on a pris un café, et Maria, elle est apparue comme ça, et j'avais l'impression que j'avais besoin de quelqu'un de terrenal, de naturel. Pero yo lo miraba como diciendo, ¿pero cuándo me vas a hacer la prueba? Et moi, je le regardais en me disant, mais quand est-ce que tu vas me faire le casting? Tu vas me faire passer le casting ou au moins un essai? Claro, yo no entendía por qué no me hacía prueba, cómo tenía tan claro que era yo. Ay, Je ne comprenais pas pourquoi il ne me faisait pas il me passait un essai. Qu'il avait tellement confiance en moi, ça m'étonnait. Bueno, esto fue lo que viene siendo el casting. Pasamos un poco a la película, ¿no? Cuando yo en aquella época yo estaba leyendo, bueno, me leí el libro de Cercas y después de este maravilloso encuentro con David, y a la par empecé a leer a John Irving, que es un autor, John Irving, que es un autor que a mí me gusta mucho. Y curiosamente un día, estando en el rodaje, hablando con Cercas, nos pusimos a hablar de autores y le dije, pues estoy leyendo 2 libros de Irving, El mundo según Garp y Una mujer difícil, creo, no recuerdo. Y me dijo, ¿por qué? Y le dije, no lo sé. En fait, après donc cette rencontre avec David, j'ai lu donc évidemment le livre de Cercas, mais aussi un livre de John Irving, enfin 2 livres de John Irving. Et pendant le tournage, je parlais avec l'auteur, donc avec Cercas, et on parlait d'auteur à un moment donné. Et je lui ai dit, mais moi je suis justement en train de lire 2 livres de John Irving. Donc le premier c'était El mundo según Garp. Ah, Según Garp, ouais, Le monde selon Garp, excusez-moi, j'ai pas entendu. Et le deuxième, c'était Une femme difficile. Et Cercas lui a demandé, mais pourquoi tu lis cela? Entonces yo le dije que al leer Soldados de Salamina había algo que me había hecho retomar los libros de Irving, y me dijo, es mi autor favorito. Y entonces de repente dije, entonces no voy mal encaminada. Que es algo que encontré en Soldados, como un mundo, aparte de muy personal, que eso es muy general, unos personajes muy complejos, llenos de secretos, con muchas preguntas, con un futuro incierto, con preguntas casi existenciales en algunos momentos. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Quieres hablar? Dale, dale. ¿Quieres hablar? Dale. No, ¿quieres hablar? Je vais traduire. Vous savez que la première fois que j'ai... Je vais d'abord traduire peut-être pour que les gens puissent suivre. En fait, je lui ai dit qu'en lisant Soldats de Salamine, il y avait quelque chose qui m'avait fait penser donc, au livre de John Irving. Et lui a dit, mais justement, c'est mon auteur favori. Donc je lui ai dit, alors c'est que je vais dans le bon chemin, c'est bon alors. Et je trouve que dans Soldats, justement, ce livre, il y a un monde, bon, certes personnel, mais ça c'est général, tous les auteurs ont pratiquement ça, mais aussi des personnages très complexes, avec plein de secrets, avec des questions qu'ils se posent, avec un futur incertain aussi, des questions existentialistes également. Non, mais tu sais que la première fois que j'ai connu Javier Cercas, c'était à Barcelone, une nuit. Je pense qu'autour de la foire du livre, de la journée du livre à Barcelone, et il était professeur de littérature à l'université de Girona, qui est à 100 km de Barcelone. Et on s'est connus dans une ambiance très spéciale parce que j'ai venu avec 2 amis qui étaient des joueurs de football au Barcelone à ce moment-là. Et lui, il était avec des autres amis de moi qui étaient écrivains. Alors j'ai
fait une connexion des deux groupes et on a dîné ensemble et on a parti prendre une bière ou des. Tú sabes que no me estoy enterando de nada, ¿no? Yo te miro y Ella hago te así. traduce. Ella te Pero traduce. ahora ella te traduce. Pero qué buena actriz es, porque parecía que entendía todo. Ya estamos todos convencidos. Te lo voy traduciendo. Alors, on commence à parler avec Cercas qui était, à ce moment-là, il n'était pas très connu comme auteur à Barcelone, à Catalogne, mais il faisait une petite collaboration à l'édition catalane du journal El País et il avait écrit un article sur John Irving et je lui ai dit, c'était une des premières fois qu'on a parlé, je lui ai dit, tu sais qu'un livre de John Irving a été très important pour moi, comme écrivain aussi, qui s'appelle Hotel New Hampshire. Sí, ay, bueno. Eso sí que he entendido. Elle parle. Alors, on a commencé à parler, on a commencé à... Et à un moment donné, on est allé à une autre boîte qui était très fameuse à ce moment-là à Barcelone. Célèbre. À Barcelone. Merci, excusez-moi. Qué vivo. Et... Fameux, je dis fameux. Non, fameux existe. Fameux? Fameux, oui. Femme. Non. Il existe femme. Mejor célebre. Célèbre. Célèbre. Et il y a un des joueurs de football qui avait une voiture très grande. Il a fait les parkings dans les trottoirs, à moitié la ville, n'importe où. Et quand on est sorti du bar à 6 h du matin, il y avait une police qui faisait la dénonciation de la voiture. Et il y a les joueurs qui ont dit « Hey, mais qu'est-ce que vous faites ?» Qu'est-ce qui se passe, connard? Et Cercas... Non, il était respectueux. Ah, respectueux. Et le gardien, il a fait comme mais non. Mais oui, c'est mon voiture. Il a pris la dénonciation, il l'a cassé complètement et il a dit signez un autographe, s'il vous plaît. Et Cercas, il s'est tourné vers moi et m'a dit tu as vu? Ils sont les héros modernes. Ils sont les gladiateurs. Et il a commencé une histoire, il était complètement bourré, il a commencé une histoire sur l'importance des joueurs de football dans la vie moderne. Mais à partir de ça, c'était notre amitié qui commençait et John Irving était présente. Tu vois, le monde, c'est très... C'est les liaisons du monde, de l'amitié, de tout. Ça c'est une... Non. Parlez sur votre film et après nous parlerons No, sur... un poco así. Te toca. David, je crois avoir lu que sur Soldats de Salamina, tu parlais du rire des Maliens comme de quelque chose de très particulier. Non? Je crois que j'ai un souvenir comme ça. Bon, j'ai raconté au tout début du film, à la présentation du film, que c'était Javier Cercas, il m'a dit quand j'ai pris la décision de faire les films, tous mes amis me disaient que c'était impossible de filmer les romans de Cercas parce que c'était un roman très littéraire avec une deuxième partie qui est consacrée à une biographie d'un auteur fasciste comme ça. Et il y a les gens qui étaient un petit peu préoccupés pour l'idée d'une adaptation cinématographique. Et moi j'ai dit non, mais c'est pas un film d'époque, c'est un film contemporain, c'est pas comme ça. Et j'ai fait le film pour démontrer que c'était possible à faire. Et j'étais très content parce que la première critique que j'ai lue, c'était sur El País, sur un journal, un critique très connu qui s'appelait Ángel Fernández Santos, et qui a commencé la critique en disant « Cet roman criait pour une adaptation cinématographique ». Et moi, j'ai pensé, ça c'est le meilleur des éloges, la sensation de que c'était facile à faire.
Et Cercas, il a dit, non, je ne vais pas avoir aucun rapport avec les films, avec la filmation, tout ça, parce que ça doit être une question du metteur en scène. Parce que l'écrivain, ça c'est un problème toujours, parce qu'il veut une adaptation très, très littérale de son roman, il est toujours fâché parce qu'il a changé ça, il a changé l'autre chose. Et alors, il est venu les premiers jours de tournage parce qu'on filmait le film au lieu où l'histoire s'est passée, à côté de sa maison. Il habitait à Girona et tout le film s'est passé dans la province. Et il est venu les premiers jours et il est resté à côté de moi. Et il m'a dit, bon, mais je vais dire bonjour et je partirai. Alors, il a commencé à venir tous les jours. Et tous les jours, il disait la même chose. Non, non, si ça te dérange, je ne viens pas. Non, 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 c'est bien, c'est bien. Et je crois que c'est la première fois que quelqu'un a fait un film avec l'auteur du roman à côté. Mais il ne faisait pas les polissements, il ne faisait pas les contrôles de ce que tu faisais, mais il faisait comme une fête. Pour lui, il était un professeur d'université. Pour aller dans un film, c'était merveilleux. Et alors, il y a la journée que Maria est arrivée au tournage. Il ne connaissait pas Maria, il ne savait pas qu'est-ce qu'elle avait fait, comme ça. Et il a dit quelques blagues, ou moi j'ai dit quelques blagues, et Maria, elle a ri comme ça. Voilà. Non, non, et Javier s'est tourné vers moi et a dit, oh, mais quel rire, c'est magnifique, c'est comme una risa que espanta las palomas. Una risa qui... Voilà, un rire qui fait s'envoler les oiseaux. Les oiseaux. Et c'était curieux parce que les personnages que Maria joue dans le film, c'est tiré d'un personnage réel à la vie de Girona aussi. Il y avait Javier Cercas, au temps qu'il a écrit les romans, il était très déprimé. Et la première fois que j'ai parlé avec Cercas, il m'a dit qu'il avait pensé que mon question était très bien posée, parce que je lui ai demandé une seule question. J'ai dit, quand tu as écrit les romans, tu étais déprimé? Et il m'a dit, complètement. J'ai laissé mon fils dans l'école et j'ai crié pendant 1h30 à la voiture. Et moi, j'avais eu l'impression, quand j'avais lu les romans, que ça c'était une chose très, très personnelle à elle. Et il y avait cette femme qui, à la télévision locale de Girona, qui c'est comme un channel très petit, comme, je ne sais pas s'il y a une télévision à Nantes, mais un peu similaire à un channel qui n'est pas le plus important du monde. Mais il y avait cette femme qui s'appelait, je ne me souviens pas le nom réel. Bon, elle faisait la lecture d'horoscope et de tarot et tout ça. Et Cercas, il m'a raconté qu'il arrivait chez lui et la nuit, tout le monde dormait et il mettait la télé pour voir cette femme. Parce qu'elle était d'une vulgarité et il était en même temps très sexuel. Et alors, il a fait cette chose qui est plus réelle que tout le reste du roman. Et c'est la chose que tout le monde considérait l'invention de Cercas. Cet personnage. Et alors, quand on a commencé le film, cette femme, parce que quand on a commencé l'adaptation, le livre a commencé à être un succès extraordinaire en Espagne. Alors, il y avait un moment donné que le livre était plus important et moi, j'ai pensé, bon, je vais faire ce livre que quand je l'ai lu, était un livre d'un écrivain méconnu et maintenant c'est un classique de la littérature. Je ne ferai jamais un classique de la littérature en cinéma parce que c'est impossible d'être à l'auteur, non? Et il y a la femme qui a dit dans un journal que Javier Cercas, parce que Javier était si naïf qu'il avait utilisé le nom de cette femme de la télé pour les personnages. Les personnages dans les romans, ils ne s'appellent pas comme dans les films. Dans les films, elle s'appelle Cassandra. Dans les romans, je ne me souviens pas comment elle s'appelait. Et je l'ai changé parce que la femme avait eu un avocat pour faire une dénonciation à Javier Cercas. Et Javier Cercas, il était complètement terrifié par ça. Parce qu'il pensait, bon, peut-être la famille de Sanchez Mazas, peut-être ça. Alors c'était un personnage que les gens qui lisaient les romans pensaient qu'il n'était pas un personnage important pour les récits, mais en même temps, c'était fondamental. Et c'est pour ça que dans les films, même si on a changé beaucoup de choses, on n'a pas changé ce personnage qui continue à être
d'une vitalité, d'une vulgarité, d'une terrenale comme ça, parce que moi, je pense que c'était important pour l'équilibre du film. C'était un film qui avait beaucoup de poids intellectuel et il avait besoin d'une relation avec les gens réels, les gens qui pensent que la guerre civile, c'est pas un problème. Tu parles de... Non, si tu fais un roman, ils ne pensent pas c'est un roman de la guerre civile, de n'importe quoi. Et Maria, c'est venu comme ça. C'est toujours comme ça, non? Non, c'est fantastique, écoutez. Parce que j'ai travaillé avec David. Il adore ça. Luis Alegre, qui est là. David, j'allais te poser une question sur parler de film sur la guerre civile. Et dans la présentation, on disait tout à l'heure que le roman et bien sûr ton film apportait un autre regard sur la guerre civile, et même une petite polémique, je crois, à la fin. C'est que peut-être pour la première fois, on ne voyait pas les bons ou les méchants, mais on voyait un responsable phalangiste, et Sánchez Mazas, quelqu'un qui donnera un oligarque sous le franquisme, sous un signe positif. C'est qu'en fait, on a pris ça presque pour du politiquement incorrect. Ce n'était pas une vision qu'on avait l'habitude de voir. Oui, c'était un peu difficile au tout début pour les gens pour accepter ça, non? Que tu allais faire un film que... Mais je crois que sur la guerre civile, c'est impossible de se rébasser pour commencer une discussion sur les bons et les méchants. Je pense qu'à ce moment de l'histoire, on doit parler d'une autre chose parce que toutes les personnes qui sont décentes, moralement décentes, connaissent l'histoire et connaissent qu'il y avait un gouvernement légal qui peut-être avec des problèmes d'ordre public, avec beaucoup mais il y avait une coup d'État militaire de la banque, de l'Église contre ces pouvoirs. Et alors, ça c'est un peu, je crois, un peu fatigant de se rébasser à avoir cette discussion. Moi, j'ai choisi toujours les discussions que je dois avoir. Et il y a des gens qui, tu vas par la rue et ils t'insultent, et moi, je ne vais pas répondre à ça. Je suis d'accord à répondre à une question réfléchie, à une question intéressante, mais pas ces choses. Et pour moi, faire un film pour dire une chose que pour moi, c'est transparente, il n'y avait pas aucun intérêt. Je crois que ce qu'on avait besoin, c'était spécialement de dire ça, de dire comment les gens, les intellectuels, les gens qui étaient à un niveau intellectuel qu'ils ont dû, où ils avaient je pense qu'ils avaient l'obligation de donner un peu de sens, un peu de prudence, un peu de contrôle à la politique ou à la radicalité des années 30. Je pense qu'ils ont fait tous les chemins contraires, et dans une part et dans l'autre. Et alors, dans ce cas, c'était l'histoire d'un mec comme ça. C'était un mec qui était le père d'un grand écrivain espagnol et d'un chanteur anarchiste qui est Chicho Sánchez Ferlosio, qui sort dans le film parce que je le connaissais en personne et il a sorti pour raconter l'histoire. C'est une personne, et il me parlait de lui, il me disait, bon, c'était un fasciste, bien sûr, mais c'était une personne qui avait une vie, qui détestait Franco pendant des années parce qu'il a compris que Franco était un méchant sans aucune culture, sans aucune préparation, qui était seulement le pouvoir, et il a été complètement déçu de l'appui qu'il avait donné à Franco, mais il n'a pas, il ne peut pas changer l'histoire. Alors, pour moi, c'était important de prendre cette distance avec les choses, c'est pas essayer de faire un discours politique, mais c'est de faire un discours humaniste. Ce qui est un peu une caractéristique dans tes films, parce que c'est le cas également dans Vibil. Et en fait, et puis peut-être dans Madrid 87 aussi, il y a toujours un fond politique, mais c'est jamais l'histoire avec un grand H, mais plutôt le côté humain, c'est-à-dire comment les gens vivent cette histoire. En fait, ça me fait penser à ce que disait Élisée Léglise il y a quelques jours, parce qu'il a parlé de toi, il a dit beaucoup de bien de toi. Il a dit les films de David Blois, c'est lui. Donc, c'est le côté humain qui t'intéresse à chaque fois au rôle de l'histoire, mais au niveau des humains, pas le grand âge, pas l'histoire. Bon, merci. Très bien. Non, très bien.
Est-ce que nous parlerons sur l'autre film Complètement. La passion caméra. Ah mais oui. Alors, et maintenant le prof d'anglais. Ah, l'épreuve d'anglais. Alors, d'abord, David, Magnifique. présente le prof d'anglais. Est-ce que je peux? Mais oui. C'est le moment. Bon, c'est un peu long toutes ces histoires parce que c'est toujours des histoires qui commencent à la réalité et après il devient en fiction. Et il y a un professeur d'anglais qui a fait ce voyage dans l'année 66. Et quand j'étais petit, ma mère me racontait toujours cette histoire de ma famille, que je suis le 8e de 8. Alors, Les petits. le petit, le Benjamin. C'est un écrivain, c'est un auteur, le 8e de 8. Le dernier de la queue. C'est très, you know. You know, You know. I was with Almodovar. You know. J'ai un problème parce que ma tête parle anglais, mais français, mais il y a une porte ouverte qui sort. Tu sais, quand tu parles un autre langage et tu parles anglais, français. Langue. C'est pas là. Bon. Bueno, gracias, La lenguaje. langue, la tongue, La tongue. La tongue. Tongo. Tongue. Bon, il y avait cette histoire. Ma mère me racontait que mon deuxième frère, il s'est échappé de chez nous parce que mon père, il avait un ami qui était un peluquero, un Perruquier. coiffeur. Ah, Un coiffeur. c'est pas Et perruquier. comme, Ah, les perruquiers, c'est. pour toi, oui. Les perruquiers, c'est pour moi. Et il y avait ce vieux homme qui était un ami de mon père qui venait chez nous pour couper les cheveux à toute la famille. Il faisait un ordre comme ça, et il arrivait un de l'école et il coupait. Et il passait la journée chez nous. Et un journée, il est venu quand j'étais très 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 petit, et il est venu et mon frère, il a dit non, je vais avoir les cheveux longs. Non, et mon père, il a dit non, non, tu vas couper les cheveux. Bon, la discussion, années 70, 70. Et mon père, il a dit non, non, tu couperas tes cheveux. Bien sûr que tu couperas tes cheveux, parce que mon père était un homme d'ordre, de famille, de discipline, comme ça. Et alors mon frère, il a fait une petite note et il s'enfuit. Il s'en allait de la maison. Et ma mère, elle m'a raconté qu'elle pleurait pendant 3 jours quand elle me donnait le sang. Et moi, j'ai finissé complètement mouillé avec les larmes de ma mère. Elle m'a raconté cette histoire et moi, quand j'ai fait la communion, je l'ai fait sans croire à Dieu, que c'était une chose très spéciale pour un enfant, parce que tous les enfants qui font la communion, ils pensent que Dieu existe. Et moi, je suis, de tous les gens que je connais, je suis le seul qui était comme ça et qui pensait, ça c'est un conte incroyable. Et c'était parce que mes frères aînés faisaient ce travail de destruction dans mon cerveau qui a continué pendant des années. Et alors, ma mère m'a raconté ça et j'ai pensé, à 6-7 ans, j'ai pensé, ça c'est mon vrai baptême. L'autre, c'était sans importance, mais ça, ces larmes sont les larmes qui m'ont fait écrire et raconter des histoires, tout ça. Et alors, quand j'ai lu dans un journal l'histoire de ce professeur qui est allé voir John Lennon à Almeria parce qu'il utilisait les chansons des Beatles pour donner les classes, j'ai pensé aux années 60, à cette génération qui a changé l'esprit de l'Espagne du noir au blanc, de la pénombre à la lumière, aussi à la province d'Almeria comme une province de soleil, et aussi à l'image de Lennon comme une personne qui a illuminé la jeunesse dans tout le monde, et spécialement dans le monde occidental, mais dans tout le monde. Les Beatles, ils ont signifié un peu la fin de l'autorité, de sérieux, de toutes ces choses. Et je me dis, cette histoire, ces professeurs, c'est intéressant, on va faire quelque chose avec ce professeur et mon frère, qui était aussi mon parrain, parce que c'était une tradition en Espagne d'avoir les frères aînés, parents de petits, et que j'avais un très bon rapport avec lui. Et je voulais faire ce film sur lui et les rapports avec le monde, et spécialement les pays. Et alors, j'ai commencé à étudier cette histoire de
de Lennon en Espagne, mais je ne voulais pas faire Lennon en caractère du film, mais les professeurs et toute cette histoire. Et alors, j'ai écrit les scénarios et après, j'ai fait contact au professeur parce que je voulais lui demander la permission pour utiliser son anecdote pour faire un film. Et lui, il était un homme, il va faire 90 ans, c'est jeune, et il m'a dit, mais ça c'est incroyable, une personne si importante comme toi, pourquoi veut faire un film d'une personne insignifiante comme moi? Et j'ai dit, parce que j'ai fait toujours des films comme ça. Je n'ai pas aucun intérêt à ces choses. Et je lui ai dit, et vous savez que quand Lennon a été en Almeria, il a fait une chanson qui s'appelle Strawberry Fields Forever, et il m'a dit, oui, je l'ai connu, mais bien après ces moments que j'ai passés avec Lennon. Je ne savais pas qu'il l'avait fait, qu'il n'avait aucun rapport avec Almeria. Et moi, parce que j'avais mixé, comme dans le film, l'histoire de la chanson de Lennon et tout ça. Et quand on est descendu à Almeria pour faire le film, j'ai fait venir Javier et les deux jeunes acteurs pour lui connaître. Et je me souviens que dans la voiture, je les ai dit, pour moi, ce n'est pas important que vous fassiez une investigation sur cette professeure. Je ne veux pas que vous parlez avec lui de son histoire, de ce qu'il a fait ces journées à Almeria, de si l'histoire c'est comme dans les films ou c'est différent. Ce que je veux que vous regardez de lui, c'est son énergie, son esprit, son personnalité, parce que ça c'est la même chose qu'il avait dans les années 60. Tout le reste s'est changé parce que tout le monde change sa biographie. Et même l'histoire qu'il raconte avec Lennon probablement a changé dans son souvenir. Mais le caractère, l'enthousiasme, la personnalité, il n'a pas changé. Et je crois que pour toi, il a été important de lui faire connaissance. Comment tu as choisi Javier? Ah, Javier? Bon, j'écris jamais déjà avec un acteur dans ma tête parce que quand j'ai commencé comme scénariste, j'avais fait un scénario pour un acteur et il est mort pendant que j'ai finissé les... Non. Il était très vieux, il est très... quand même. Oui, mais pour moi, ça a été une tragédie parce que c'était le seul que j'ai pensé, je dois travailler avec lui, je dois faire ce film avec lui, ça va être génial. Et moi, j'étais détruit. Alors, j'ai pris l'habitude d'écrire les personnages sans avoir un acteur. Même quelquefois, j'ai un acteur dans ma tête, mais j'essaye de ne pas l'avoir. Je n'ai jamais dit rien à personne sur les acteurs que je vais utiliser, quelque chose. Alors, et quand j'ai fini les scénarios, je commence à penser. Et dans ce cas, j'ai fini le scénario, j'avais un autre acteur à ma tête. Et j'avais aussi des options pour faire ce film. Je dois avouer ça parce que maintenant... Tu vas raconter la vérité. Non, je vais raconter seulement pas les noms. L'acteur que j'avais pensé, j'ai décidé que c'était trop proche du personnage pour que j'aie l'envie de faire le film. Pour moi, c'était un film déjà vu. Alors j'ai abandonné cette idée. J'ai pensé que j'avais rien à faire avec un film si tu sais comment le film va sortir. C'est la même chose que Maria se demandait, mais pourquoi moi, elle va faire une épreuve? Je ne savais pas comment elle allait faire le film, mais j'avais la curiosité. Et je voulais être surpris et savoir pas parfaitement qu'est-ce que ça va donner. Et alors, j'ai fini ça et j'ai dit, bon, il y a un acteur qui peut faire ce personnage très bien, que c'est Javier Cámara. Mais en même temps, Javier Cámara, il est un acteur très connu, qui m'a dit non une fois, et qui a travaillé avec Almodóvar 3 fois. Et qu'il va au perruquier avant de tout ce film. Il va te demander une perruque. Une perruque. Et il va demander beaucoup d'argent parce qu'il est très fameux comme ça. Alors j'avais un plan B qu'on dit... Célèbre. Qu'est-ce que j'ai dit? Un acteur fameux. Avec beaucoup de femmes. Un acteur célèbre comme lui. Et alors j'ai dit, j'avais un plan B. Parce que j'avais fait mon film d'avant, que c'était un film que j'ai fait en très petit moyen, avec José Sacristán, qui est un acteur plus célèbre que Javier Cámara. mais quand même, le film, c'était très modeste. Alors, j'avais fait un plan B, que c'était faire le film sans argent. Comment le faire? J'avais toute l'idée,
toute l'idée. Et ma surprise a été que quand le scénario a commencé à être lu par les gens, ils ont pensé que c'était bien de faire ce film. Alors, on a arrivé à une financiation pas très grande, mais une financiation pas très grand. suffisant pour lui appeler et lui payer. Oui, Et, pas suffisant. Pas suffisant. Je sais, il a fait un effort. Il a fait un effort. Non, pas ça. Non, bien sûr. Et bon, mais quand même, j'ai commencé à voir les plans A comme film. Et c'est comme quand je lui téléphoné, je lui ai passé les scénarios et il a eu tous ses doutes habituels comme ça. Et il a dit oui, je ne sais pas pourquoi. Oui. Alors, Excuse-moi. Monsieur Kamara. Bon, mais j'ai lu le scénario et a été magnifique. Nous avons parlé. Tais-toi. Je me souviens de Cyrano de Bergerac. Tais-toi, Christian. C'est le seul vers que tu C'est te la seule souviens. verse. L'année et tais-toi, Christian. Non, c'est facile, c'est très facile. Cette film, c'est très facile pour moi. Parce que l'année dernière, j'ai fait 4 films. C'est la première fois que j'ai fait 4 films. J'ai parlé avec mon agent et j'ai dit, tu sais, je suis catholique, je pense que, c'est pas catholique pratiquant, mais je suis un peu spirituel et je pense que 4 films, il y aura un mauvais et les autres un peu et un, je sais pas. Mais les 4 sont fantastiques. Et le dernier film pour tourner, je pense que oui. Le dernier film était le film de David. Et au début, octobre, nous sommes en train de faire la promotion de Les Amants Passagers, de le film d'Isabelle Coixet, tournant un film à New York. Et nous avons parlé 2 jours, le 19 janvier, c'est mon anniversaire. Oui, et nous avons parlé 7 jours. Et j'ai dit, bon, nous verrons juin, Oui. juillet, oh. L'anglais. July. Juillet, ou juin, ou mai. Et j'ai dit, bon, mais nous ne pourrons faire une mise en scène. Il m'a dit, pas de problème pour moi. Et j'ai dit, pas de problème pour toi, mais pour moi c'est un problème. Mais j'ai tourné le film à New York et avec les jet lag et tout, j'ai seulement un jour pour commencer le film. Seulement un jour sans mise en scène, sans parler. Nous avons parlé parce qu'il parle beaucoup. Oui. Et nous avons parlé sur les vêtements, sur le... Tu veux une perruque? Oui, non, oui, non. Mais des conneries. Tu sais, des petites conneries. Et j'arrive à mai, le 9 de mai, je pense, de New York, et le 10, nous sommes tournant le film, avec les petits enfants, la première scène de film. À l'école. À l'école. Et tout a été absolument facile. Absolument facile. Je connaissais les caractères les premiers jours que je rentrais dans les vêtements avec lui, avec les petits enfants, l'époque, les caractères, tout. Je ne sais pas pourquoi, parce que... Je ne sais pas pourquoi, mais le film, c'est absolument spécial au début. Et c'est magique pour moi, parce que c'est un film très, très spécial. Et je vais dire que le baccalauréat espagnol, c'est fantastique, parce que je n'ai reçu pas une leçon de français depuis 30 ans. Et je suis en train de parler français, et je suis absolument étonnant. Je suis étonné. Oui, je suis étonné. Non, et je vais dire une autre chose. J'étudie anglais. Mon Dieu, j'étudie anglais. Beaucoup. Et pour moi, l'anglais, je ne sens pas l'anglais dans mon corps. Vous connaissez la sensation. Pour un acteur, c'est horrible. Parce qu'on m'a offert travailler à... Hollywood. Bon, quand tu travailles avec Almodovar, tout le monde... Ah, tu veux travailler ici? Ah, tu connais? Bon, oui. Tu parles anglais? Oui. Aucune parole. Et j'ai étudié 4 années, toujours. Mais Maria parle parfaitement anglais.
Mais j'étudiais pendant beaucoup de temps, mais je le sens l'anglais, je le sens à la tête, tu sais, quand la tête directement porte, de la tête à la langue, à la bouche, directement. Ne passe pas pour le cœur, pour le sexe, c'est les I love you, you know, I love you. Mais le français c'est différent. Écoute-moi, le français, tu sais, je ne peux faire ça en anglais. En espagnol très bien, en français un petit mieux. Et j'adore le français. C'est ce qu'il y a un autre directeur qui n'est pas français là. C'était une merveille de travailler avec David et surtout le monde, tout le public qui a vu le film, vous dire que la majorité des acteurs sont pas acteurs. Les gens d'Almeria, ils ne sont pas acteurs. C'est les boulangers, c'est la vérité. Et ça, c'est fantastique pour moi, parce que travailler avec 2 acteurs très jeunes, et l'aider pour faire ce travail dans la voiture tout le temps, et surtout avec tous les gens d'Almeria, a été, pour moi, c'est comme une première leçon de l'apprentissage d'acteur, non? Mais pas pour lui, c'est pour moi aussi, non? C'est comme la phrase de Alfred Hitchcock qui a dit que... La phrase. Écoute, j'aurais rare... Non, t'as vu... Ouais. Mais la phrase de c'est impossible de travailler avec des enfants et des animaux. C'est très difficile de travailler avec un acteur que c'est pas un acteur. Mais dans ce film, je suis très content avec ça parce que il a fait un travail très facile avec tout le monde. Et je ne vis jamais un homme nerveux pendant le tournage. Oh, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. Il est absolument calme, tranquille, fantastique. Je vais répéter. Ton français merveilleux. Si vous avez des questions. Ay, sí, des questions. Il y a une question déjà. Eso, Si vous voulez sortir pour boire quelque chose et rentrer avec le... C'est possible, c'est possible. Allez, on y va. Esta ocasión va por la película de Vivir es fácil con los ojos, Vivir es fácil con los ojos cerrados. Esta escena cuando están en la parte de atrás del bar, los 2 chicos, este encuentro sexual, ella canta una canción. Sí. Que ¿cuál era yo no alcancé no sé si es falta de cultura, pero no alcancé a sacar como el significado, cuál era el mensaje, cuál es el paso que se da allí, o por qué se pasa así, por qué no terminan acostándose juntos, por qué hay una canción. Je voulais juste demander quelle était la chanson qui était chantée dans Vivre les yeux fermés, que les 2 jeunes chantent dans le bar. Dans la scène du sexe. Voilà, dans la scène du sexe. Si, c'était la chanson la plus fameuse, ou la plus célèbre, pardon. À l'année 66 en Espagne. C'était une chanson qui s'appelle Mejor, qui était dans un groupe qui s'appelait Los Brincos, qui était surnommé les Beatles espagnols. Ouais. Et c'était un grand succès à cette année. Et curieusement, c'était une chanson que j'ai choisie parce que, à part que c'est une chanson que tu peux croire que la fille, comment est-ce que tararea? Comment? Tararea? Qu'elle chantonne. Qu'elle fredonne pendant tout le film 2 ou 3 fois. C'est une chanson qui parle, c'est une chanson très gaie, très... Mejor era cuando pensaba... Mais c'est une chanson de... Tu te souviens? Moi, je ne suis pas un très bon chanteur, mais... Mejor era cuando decías que también me querías, ahora todo cagado. Mais il faut traduire Alors, il faut le traduire. C'est une chanson qui parle d'une rupture. Hein, c'était meilleur quand tu disais que tu m'aimais, mais
tout a changé et maintenant nous sommes différents comme ça. Alors les personnages, c'est un personnage qui a une... Bon, c'est très adolescent ça. Il y a des approches adolescentes sur l'amour, je crois, traditionnellement. Un, c'est les romantiques, la fascination, si ce n'est pas les rêves, non, les rêves amoureux, que c'est toujours une espèce d'idéal. Et aussi, après la première déception, c'est le contraire. C'est la sensation de que c'est une merde, un désastre, qui sera impossible à trouver l'amour réel. Ça, c'est une chose que, à la fin, tu découvres que la vie, c'est toujours entre les moyens. Mais quand tu es adolescent, c'est une obligation d'être une personne des extrêmes. Et pour moi, la fille, c'était une personne qui avait ce problème pendant tout le film et qu'elle avait un rapport avec l'amour des déceptions. Et cette chanson qui parle de la déception amoureuse, c'était très graphique pour ce moment où elle explique dans la scène la plus anti-romantique possible, elle explique au mec que ce qu'il a, ce n'est pas l'amour, c'est un désir sexuel, que ça va finir, et que ça ne doit rien avoir avec l'amour, et qu'elle souffre un peu les conséquences de son ingénuité, naïveté sur l'amour et tout ça. Non? Et ça c'est l'essence de la chanson sur cette scène, sur cette séquence. Et surtout, c'est un problème parce que normalement, dans le film, je ne sais pas ici, mais les sous-titres, hola, maman, c'est tout. Dans les sous-titres, normalement, ils ne sous-titulent pas la chanson. Je ne sais pas si c'est sous-titré. Ah si? Ah si. Et pourquoi tu n'as compris pas? Parce qu'il ne parle pas français. Ah bon? Ah. Seconde question. Il n'est pas seulement méchant avec moi, il est méchant avec tout. Oui, je suis constamment, ouais. Je suis un salope. Salope? Salaud! Salaud. Salope, c'est la féminin. Ah, ok, salope aussi. Escalope. Non, je me souviens, la première fois que j'ai appris en français, bon, les premières grandes erreurs de ma vie, Ouais. mais je ne vais pas les raconter en français parce que Non. c'est c'est dégueulasse. En français, ouais. Me l'imagine. Mais la première fois, c'est bon, la première fois, La deuxième. c'est à Paris, et c'est un bar, et une nana l'a dit à l'autre, c'est mon uniforme, connasse. Et j'adorais les mots, j'ai dit, je veux être Je vais connasse. l'utiliser. Parce que elle est très, tu sais, très fâchée. J'adore ça. Et tous les jours à Paris, ça va connasse. Et tous les hommes, surtout tous les hommes. Non, il est papa. Pardon. Connasse, j'adore. Connasse, le salope, les sons de... Oui, une question pour vous, justement. Vous avez dit que ça avait été très facile de tourner avec David Trueba. Et par rapport au film d'Isabelle Coixet, où là, vous êtes aussi excellent, mais dans un registre complètement différent, est-ce que ça a été aussi facile? Bon, le film, écoute, j'ai eu un jour pour préparer le film, et avec Isabelle, comment s'appelle le grand photographe français qui a fait l'affiche de Pedro, de Les Amants Passagers? Jean-Pierre Laud? Non, Jean-Paul Laude. Laud? Je ne me souviens pas. Le photographe qui a fait l'affiche de Les Amants Passagers. Je ne me souviens pas. Bon, nous étions en train de faire le dernier jour de tournage et Isabelle m'a rappelé, m'a dit, j'ai une amie qu'il y a un grand problème. Si tu as vu le film, tu connais le problème de... Et je vais le faire. On m'a donné un argent pour faire un film américain. On m'a payé et je vais aider mon ami pour sortir de cette situation horrible. Et on va sortir avec un film. Et j'ai dit, ah bon, et
quand tu veux le tourner? Tu veux le tourner quand? Dans une semaine. Et je dis, bon, oui, ok, nous avons une semaine pour la mise en scène et une semaine pour tourner. Ok, et combien d'acteurs? 2. Et tu as vu le film? Nous avons fait la mise en scène à la maison d'Isabelle et nous avons tourné avec 15 personnes dans un petit... Bon, tu connais Et c'est fantastique parce que l'idée, c'est les faire sortir à son ami de cette dépression horrible avec... avant d'y aller à le tournage américain. Et tu ne peux pas dire non. Tu ne peux pas dire non pour un ami qui t'a dit il faut que tu y arrives avec Candela et j'ai besoin d'un couple que vous connaissez bien pour faire... Et j'ai dit oui, oui. Et pour moi, le film de David, le film de Seth Guy, le film d'Isabelle, pour moi, c'est une année incroyable, mais j'ai travaillé seulement 3 semaines. 4. Non, avec lui, je travaillais 5 semaines. Mais c'est un film fantastique et on va le passer ici, non? Oui, oui. C'est triste, hein? Ouais, quoi? Pronom? Est-ce que tu as fait ta moitié? Ah oui, oui. Émouvant. Oui. Mais ce film, c'est une comédie. On va parler de la comédie, oui. Si, si. Maria Boto. Comment ça va? Ah oui, bien sûr. Moi, c'est pour David Troebach. J'ai une question. Alors, j'ai traduit en cours d'espagnol un extrait du roman de Cercas. Et c'est la scène où elle arrive dans le bistrot. Et là, il demande un poulet, elle demande une salade. Et je voulais savoir comment vous faites quand vous lisez un livre pour vous dire ça, je vais le mettre dans le film, ça, je le prends pas. Comment vous faites pour vous dire cette phrase-là, par exemple, fuiste tout, c'est une phrase qui m'a marquée dans le pauvre petit extrait que j'ai traduit, mais comment vous faites pour vous dire ça, je vais le garder? Ça, c'est une très très bonne question parce que je pense qu'il y a beaucoup de conversations, de discussions autour des adaptations littéraires au film. Et les gens, ils oublient une question très, je pense, très, très simple. C'est tous les films sont des adaptations. Tous les films. Parce que quand tu fais un scénario, quand tu tournes un film, tu fais une adaptation du matériel pour le transformer dans un film. Alors, c'est la même histoire si tu fais un film sur une nouvelle, un roman, une pièce de théâtre, une pièce littéraire ou une pièce informatique, périodistique, ou si tu fais une histoire personnelle. C'est la même chose parce que tu dois faire une adaptation. Alors, pour moi, je pense que le problème, c'est que quand tu fais l'adaptation d'un texte littéraire, tu penses que ça c'est différent d'un film original, que tu écris comme un film original. Alors, ce que tu dois faire, et c'est la réponse à ton question, c'est d'essayer d'oublier les romans, mais de ne pas oublier jamais l'essence, l'intérieur des romans, ou ce qui t'a donné l'envie de relire les romans, de réinterpréter les romans, de les mettre en film. Alors, tu dois trahir les paroles, tu dois trahir tout, mais tu ne dois pas jamais trahir l'intérieur, c'est ce qui perdure en toi. Alors, si tu fais une lecture avec un crayon et tu commences à mettre les choses que tu vas... Ça c'est une erreur. Je pense que c'est mieux quand tu fais une translation et tu commences à écrire comme si, au lieu d'un roman, c'est une histoire qu'une personne t'a racontée. Et il y a beaucoup de fois que tu écoutes une histoire, que tu dis « Ah, cette histoire, c'est magnifique, j'aimerais de faire un petit conte avec soi ou avec un roman. » Et
tu téléphones pas à la personne pour lui dire « Est-ce que tu peux me raconter une autre fois cette histoire? Est-ce que tu peux me donner la parole exacte que tu as utilisée ?» Mais tu commences à utiliser ton souvenir, à transformer ton souvenir. Et dans les romans, ce que j'ai fait, c'est un effort d'oublier les romans, de les mettre à côté. Et après, j'ai revenu sur lui, mais quand j'avais déjà Et c'est pour ça que j'ai sacrifié des choses du roman, parce que ça c'est normal dans une adaptation, mais aussi j'ai resté fidèle à des petites choses parce que ces choses continuaient dans ma mémoire. Et la chose que j'ai pensé qu'il y avait une partie du roman qui était impossible à mettre dans le film, que c'était la surprise que le roman a donnée à beaucoup de gens qui pensaient que le personnage central, le narrateur, c'était le Javier Cercas réel. Ça, c'était une surprise qui ne pouvait pas être transposée dans le film, parce que ça, c'est une chose qui aide le roman, mais qui, c'est impossible dans le film, parce que les gens connaissent qu'un film, c'est une pièce d'élaboration, que tu dois donner aux acteurs les scénarios, que tu dois raccorder avec les lumières, les décors, tout ça. Personne ne va croire que tu vas découvrir les caractères comme dans les romans, que c'est comme un accident, tout c'est un accident. Alors, ce que j'ai fait, la première chose, c'est que j'ai dit, c'est impossible d'avoir Javier Cercas dans le film. Et ça, c'était la première chose difficile à faire, parce que dans mon souvenir, c'était important, mais ce n'était pas essentiel dans le film. Ce qui était essentiel, c'était tout le reste. L'autre chose, c'était l'idée d'être très, très détaillé sur les écrivains fascistes. Et moi, j'ai pris la décision, après beaucoup d'informations sur lui, de documentation sur lui, de lui transformer dans un personnage métaphorique, plutôt une image qu'un personnage réel que tu parles de lui, non? C'est un peu la même chose que j'ai fait avec John Lennon. Pour moi, John Lennon, ce n'était pas intéressant. Je déteste les films biographiques. Je déteste aller voir un film, que ce soit l'histoire de Mandela, parce que c'est toujours un acteur qui fait de Mandela. Il est bien, bon, mais le film est toujours l'histoire officielle. C'est pas bien, c'est horrible. Et ça arrive, non, mais ça arrive avec tout. Mais c'est pas bon film. Oui, il y a 4. 4 films? Oui, sur Mandela. J'ai vu seulement un. Ah. Invictus ou quoi? Ah, Invictus, c'est bien. Non, il y a beaucoup de films biographiques, mais moi j'ai toujours des problèmes avec ça. Alors ce qui m'intéresse, c'est pourquoi cette personnage est importante. Les choses qui lui sont arrivées dans sa vie sont des choses qui peuvent arriver à la vie de n'importe quoi, mais ce qui est important, c'est l'essence de cette personnage. Alors je transforme un peu ça et j'essaye d'avoir ça. Et c'est pour ça que dans une séquence, ce que tu fais, c'est d'essayer d'écrire les choses comme si c'était ton souvenir qui l'écrit et pas la translation littéraire du roman. Il y a des gens qui travaillent d'une autre façon. Une autre question. S'il vous plaît. Avec une réponse courte. Parce qu'il y a beaucoup de gens avec non. Quand les questions sont pour Maria et pour moi, les réponses sont forcément courtes. Je vais parler en français, en espagnol, ça n'importe pas. Merci, c'est très intéressant toutes les discussions. Mais il y a une demande que je me fais toujours. Ce qui m'intéresse à moi, c'est que ce n'est pas les choses, sinon que qu'est-ce qu'il y a derrière des choses. Comme ça, c'est une question pour David Trueba. Est-ce qu'il y a quelques leitmotifs qui sont présents pendant toute votre filmographie? Parce que, par exemple, je me souviens d'une essence, d'une scène concrète de La Buena Vida, où Gabino Diego dit « Il y a deux types de femmes ». Celui-là que... Los peores años de nuestra vida. Si, c'est celui-là. Qui dit « Il y a deux types de femmes ». Ces femmes que je suis intéressée en elles et les autres qui s'intéressent à moi. Alors, il a la présence des désengaños. Je ne sais pas comment dire ça en français. Le désenchantement. Après, dans le film de celui-là de Soldados de Salamina, il y a une autre phrase qui dit l'essence de l'espagnol, c'est une autre fois le désengaño. Et aussi, peut-être, dans les derniers films, aussi la présence de ça, c'est une constante. On peut dire que dans votre filmographie,
Et c'est à constant à réfléchir ou pas? Peut-être c'est une question plutôt philosophique. Oui, oui. Et je suis forcé à une réponse courte. Non. Non, non, non. En général, j'essaie de pas de commencer toujours de zéro avec tout ce que j'ai fait. J'oublie ce que j'ai fait avant. Peut-être il y a une question qui... Peut-être il y a des choses qui sont toujours dans mes films, dans mes romans, mais j'essaie de pas être... C'est un comique. Il y a quelqu'un qui vient de rentrer. Ah bon. Non, j'essaie de ne pas être très consciente parce que sinon, tes films deviennent un peu esclaves de toi. À la fin, tu dis, ah bon, je vais mettre ce leitmotiv parce que c'est mon leitmotiv, je vais le mettre dans ce film. Moi, je dis toujours la même chose sur le style. Je dis toujours que pour moi, le style, c'est plus important le style de la narration que le style du metteur en scène. Parce que je pense que tu dois choisir le style pour raconter une histoire. Mais le style peut être le contraire pour une autre. Et il y a beaucoup de fois que les films sont plus fidèles à le style d'un metteur en scène qu'à le style de l'histoire. Il y a des histoires qui ont besoin de différentes personnes. Alors, ce que j'essaie, c'est de raconter les choses sans penser à moi. Le problème de désenchantement, c'est que peut-être ce que je pense dans beaucoup de choses, c'est que le procès vital, c'est un procès, on a parlé avant de l'extrême de la vie amoureuse ou de l'idéal amoureux. C'est que la vie, c'est un désenchantement. C'est toujours nécessaire parce que quand tu es petit, tu penses que personne ne va mourir, tu penses que tu vas avoir toujours la protection de ta famille, tu penses que toutes les personnes vont rester avec toi, tu penses que tu vas arriver à faire ce que c'est une vocation infantile, etc., etc., etc. Et moi, je crois que la merveille de l'être humain, c'est d'arriver à ne pas perdre l'optimisme, les splendeurs, la merveille de la vie, en connaissant tous les procès de dégradation de la vie. Parce que quand je vois quelqu'un qui est... C'est joli ça. Parce que c'est très... C'est la première fois, mais ça c'est... Si, non, mais c'est vrai. Ça c'est le leitmotiv. Hein? Maintenant, et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai fait ce film, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on vit maintenant en Espagne, spécialement un moment très délicat, économique, crise, tout ça, et les gens sont déprimés, les gens sont tristes. Et moi, je voulais faire une petite chose, c'est de dire, qu'est-ce que tu crois que les moments où tes parents sont invités ou sont venus dans ce monde, c'était un monde plus facile que maintenant? Ou est-ce que tu penses que la vie, ce n'est pas toujours la même histoire? Parce que on regarde la vie humaine et on dit, on connaît la chanson, mais on continue à la chanter. Et moi, pour moi, le travail d'un écrivain, c'est ça. On va chanter. Chante. On va chanter. Voilà combien de jours, voilà combien de nuits, voilà combien de temps, tu es parti, dans ces heures de retour, de parler d'amour. C'est Barbara. J'ai étudié français avec Barbara parce que je me souviens de mon professeur m'a dit, Barbara, c'est la femme qui prononce le français, le meilleur français du monde. Barbara, oui. Et c'est tout le temps, voilà combien de jours, voilà combien de nuits. Je dis, quand reviendras-tu? Ça c'est... Ouais, tu vois. Oh, moi, laissez tout le temps qui passe ne s'arrête avec erreur. Ça donne la raison au professeur original du film qui pensait que la chose la plus importante pour apprendre une langue, c'est d'arriver à avoir la langue dedans toi pendant 24 heures. Et que les chansons, ce sont les seules choses qui arrivent à être dedans toi pendant toute la journée. Parce que tu vas dans l'autobus et tu continues l'autre. Et c'est vrai. C'est vrai. Il avait raison. On peut faire un film sur toi et Barbara. Barbara est morte? Non. Si. Barbara...
avec l'esprit de Barbara. Non, mais Lennon est morte aussi. Qui? Lennon. Lennon, oui. Oui, mais Eh, vous connaissez la vérité, je veux dire la vérité de tout. la vérité. Lennon est ici avec nous. Cet homme a fait le nom dans le film. Non. Et qui? Parce que si tu regardes un peu le... Bon, c'est la première fois que nous avons parlé sur ça, parce que pour lui, c'est le secret. Mais j'ai fait les méchants, j'ai chanté, j'ai fait tout. Il faut dire la vérité. Non, mais Non, c'est... c'est la- fantastique. c'est- Quand il a coupé les cheveux, nous avons regardé la photo de John Lennon à Almeria parce qu'il a fait un film antimilitariste. Écoute, hein. C'est la traduction. Antimilitarista. Antimilitariste. On dit antimilitariste. Oui, oui. Antimilitarista. Antimilitariste. Et nous regardons les photos. Non, mais- C'est fantastique. Non, mais ça, c'est une chose réelle qui m'est arrivée quand je suis venu au Festival de Cannes pour présenter Soldados de Salamina. Je suis sorti de l'avion à Nice. En France? Non, en France. Oui, oui, c'est la faute, c'est d'un Français, d'un taxiste français. C'est un chauffeur français. Un taxiste? Un chauffeur de taxi. Alors, je suis sorti de l'aéroport et ils m'ont dit, à l'organisation, tout ça, ils m'ont dit, oh, tu dois prendre un taxi pour cet hôtel à Cannes. Martinez. C'était pas les Martinez. C'est pas les Martinez. La première fois, c'est pas les Martinez. Non, non. La première fois, j'étais... Ma expérience, la première fois, Non. c'est pas Martinez. Avec Almodovar, c'est Martinez. Ah oui, je sais. C'était une fois et je dis, allez, on y va. C'était l'hôtel du Cap, Non, Ouais. non. La première fois, c'était avec la Buena Vida et je me souviens du nom de l'hôtel parce que quand j'ai raconté à mes amis, je vais présenter le film sur la canne des réalisateurs. Ah, tu vas à Cannes, les amis du cinéma. À quel hôtel? Et je dis, l'hôtel, il s'appelle Les Sarapentes de l'Estérel. C'était un petit hôtel à 50 km de Cannes parce qu'il n'y avait pas d'hôtel. Bon, j'ai sorti de Nice pour des deuxième films qui étaient présentés à un certain régal, qui c'était Soldados de Salamina. Alors je sors de l'aéroport et je vois le quai de chauffeurs de taxi. Alors je vais vers là et il y a le chauffeur qui commence à crier à tous les autres. Mais c'est pas vrai, c'est lui. Et c'est lui, c'était moi. C'est lui. Et j'ai dit, oh mon Dieu, qu'est-ce que ça arrive? Mon premier film. Et il me dit, mais... Non. Et il me dit, tu es John Lennon. Oui. Et moi, j'ai dit, non, John Lennon est mort. Non, mais tu es son fils. Et comment ça s'appelle? Et tous les chauffeurs de taxi, John, non. Et il y a un qui est venu et dit, Julian Lennon. Et je, non. Je suis espagnol. Ça, c'est fini. Ah, oui. Mais, il a ri, il m'a dit, mais ça t'arrive toujours, les gens qui te... Et j'ai dit, non, c'est la première fois. Jamais. Et c'est un chauffeur de taxi qui a causé... Cannes, c'est très cosmopolite. C'est ça. Tout le monde connaît John Lennon, Yoko, c'est la famille. Probablement. Mais Madrid, c'est pas cosmopolite. Javier Camara. Une autre question. Allez, on y va. On va brûler. Je peux dire que travailler avec Maria, c'est plus tranquille. Nous avons fait un film Together. Ensemble. Un beau film. Qui a été un succès en France, mais pas un succès en Espagne. En Espagne. Bien sûr, parce que ce sont deux acteurs français. Oui. Oui. Los Abajo Firmantes. Non. Je ne sais pas, je ne me souviens pas le titre. Parce que vous changez tout. Non. Non, parce que c'est vrai, parce qu'en Espagne, il s'appelait Los Abajo Firmantes, et en France, il s'appelait Avec George Bush dans ma tête. C'est bien sûr un succès, un failure. Parce que je pense que le distributeur a dit, les titres, c'est si tu mets George Bush,
Je pense qu'il serait mieux. C'est fêlure. Pas question? On va boire quelque chose? On va faire pipi aussi? Bien. Merci, merci beaucoup pour la patience. ¿Qué daño ha hecho? ¿Qué daño ha hecho Cristina Rota? No, no, no.